concept-là réfère à la fois aux individus et aux organisations qui font partie d'un territoire X, territoire local ou territoire plus élargi. Et là, je pense, en termes d'organisation, on peut référer aux services de la santé, les services sociaux, les groupes culturels, la municipalité, les universités, et évidemment les organismes communautaires. Et suite à nos discussions, on a comme constaté qu'il y avait 3 catégories d'organismes communautaires. Alors, il y a ceux qui interviennent directement, qui soutiennent l'école dans sa mission. Alors là, je pense aux organismes qui aident dans les devoirs. Il y a aussi les organismes communautaires qui gravitent autour de l'école et qui ont un impact plus ou moins direct sur la mission de l'école. Et là, je pense comme aux organismes qui soutiennent les petits déjeuners ou encore les collations santé. Puis il y a aussi les organismes communautaires qui servent d'intermédiaires entre l'école et les familles. Alors oui, la communauté, elle est importante. On a compris ça avec le temps. Alors la communauté a une influence sur les buts, les croyances des jeunes et des familles. La communauté offre aussi des expériences d'apprentissage qui sont différentes de celles que l'enfant expérimente dans sa famille et à l'école. Et je fais juste un petit clin d'œil rapide aux activités parascolaires. La communauté est impliquée dans les activités, soit qu'elles aient un volet culturel, un volet académique ou encore un volet sportif. Et la communauté offre également des services, puis elle rend disponible de l'aide aux familles, entre autres, l'aide à l'emploi, l'aide à l'habillement, etc. Ici, le partenariat réfère à des relations collaboratives qui ont comme centre d'intérêt l'élève, l'enfant, l'adolescent, et qui reposent sur des principes d'égalité, de communication bidirectionnelle et de confiance mutuelle. Parce que depuis une trentaine d'années, on a réalisé, entre autres, qu'il y avait eu des changements importants sur le plan socio-démographique. Alors, j'ai juste à penser au fait que plusieurs mamans travaillent à l'extérieur maintenant et les exigences de performance dans les milieux de travail ont augmenté énormément. Il y a aussi l'écart entre les riches et les pauvres qui s'est agrandi contrairement à ce qu'on souhaitait au début des années 2000. Il y a aussi la plus grande diversité des milieux culturels, une plus grande complexité des problèmes que les jeunes et les familles rencontrent. Alors, il y a tout ça qui finalement s'est développé et il ne faudrait pas que j'oublie l'effritement du tissu social aussi entre les individus. Et là, tout à coup, on s'est rendu compte que l'école ne pouvait pas rencontrer tous ces défis-là seule, en solo. Alors, il fallait absolument travailler ensemble. Donc, il y a les réalités socio-démographiques qui ont été modifiées en cours de route. Il y a aussi des arguments politiques et juridiques. Et là, je vais rapidement parce que vous les connaissez. Entre autres, la loi 180 qui a ouvert la porte aux parents puis à la communauté dans les conseils d'établissement et la loi 124 qui fait appel aux parents et à la communauté pour élaborer, implanter puis évaluer le projet éducatif et le plan de réussite. Mais il y a surtout des évidences psychopédagogiques, c'est-à-dire des résultats d'études qui nous ont montré, entre autres, jusqu'à quel point les familles sont importantes dans les progrès de l'enfant, dans les apprentissages et dans la persévérance et la réussite scolaire, puis jusqu'à quel point les liens école-famille sont importants et de plus en plus, on comprend que la communauté est importante. Alors, juste rapidement, je parle de 20 ans d'études réalisées au Québec. Alors, on sait maintenant que dès que l'enfant a des parents qui sont capables d'exprimer de la sensibilité, de la chaleur, qui encouragent à l'autonomie et qui supervisent et qui échangent, qui sont réceptifs, bien cet enfant-là, cet adolescent-là a plus de chances de réussir et d'avoir moins de problèmes de comportement, etc. Puis on sait aussi que lorsque le parent est en lien avec l'école, donc il est en interaction, et là je pense à des rencontres avec les enseignants, participation à des rencontres et tout ça, ça aussi, ça a un impact sur à la fois les parents et les enfants. Il y a des pratiques spéciales de la
part des parents qui sont efficaces et on les a identifiés aussi dans le cadre de nos études. Et entre autres, je pense au soutien affectif que j'ai développé dans mon doctorat. Alors, sous l'angle des encouragements, sous l'angle des compliments sincères, de l'aide ponctuelle, entre autres dans les devoirs et leçons, et sous l'angle aussi des conversations et des échanges. Quand c'est un ado, par rapport au projet d'avenir, par rapport à l'actualité, et quand c'est un jeune, on a vu clairement que lorsqu'il y a des échanges et des interactions, bien, l'enfant développe son vocabulaire, l'enfant développe finalement différents éléments de la littératie, l'enfant développe son jugement critique, sa pensée créative, etc. Donc, les études ont fait avancer les connaissances par rapport à l'importance de travailler ensemble. Alors, je reviens à votre question. Pourquoi relever le défi? Bien, il y a des impacts sur les enfants, j'en ai mentionné quelques-uns sur les élèves. Alors, je parlais de meilleurs résultats scolaires, amélioration du comportement, j'en ferai pas toute la liste, là. Puis même, ils complètent davantage leurs devoirs et leçons. Je fais un petit clin d'œil vers une étude longitudinale qu'on a réalisée sur les devoirs et leçons. Et entre autres, c'est ce qui était ressorti. Quand les parents s'impliquent auprès de leur enfant, bien, on voit toute une différence au bout de la ligne. Et je n'irai pas plus loin parce que je vous assure qu'on aurait long à dire par rapport aux devoirs et leçons. Il y a aussi des impacts sur les parents. Les parents ont une meilleure connaissance du développement de l'enfant. Ils apprécient davantage les enseignants. Combien de fois je me suis fait dire par des parents, « Je ne sais pas qu'est-ce que cet enseignant-là fait pour être capable d'endurer, de gérer une classe d'élèves comme ça pendant toute une journée. » Alors, quand ils sont en mesure de voir qu'est-ce qui se passe, ils apprécient pas mal plus le travail qui est effectué dans l'école. Ils comprennent davantage les programmes, surtout en pensant depuis le renouveau pédagogique, et ça a changé beaucoup. Alors, le fait d'être en contact, le fait de rencontrer les enseignants, d'aller à l'école, etc., bien, ils sont plus en mesure de comprendre ce qui se passe, de comprendre les programmes. Donc, ils développent une attitude plus positive à l'égard de l'école, une meilleure relation avec leur enfant. Et vous savez, dans une étude que j'ai réalisée avec Marie-Jacques à la maternelle, on a observé que lorsque l'enfant a une relation positive avec sa mère, surtout on parle du parent, mais c'est surtout sa mère, avant son entrée à la maternelle, bien, il a tendance à avoir une relation qui est plus positive avec son enseignante, puis les relations école-famille, à ce moment-là, sont davantage positives. Donc, la relation parent-enfant, elle est super importante. Et évidemment, lorsque je parlais tantôt de la participation du parent à l'école, lorsque le parent revient à la maison, bien, il est en mesure d'échanger davantage avec son enfant parce qu'il en a appris. Donc, ça devient un sujet de conversation. Évidemment, je pense tout de suite à la communauté qui est là. Bien, ça permet un meilleur accès aux parents à des services qui sont offerts. Toutes sortes de services que j'ai mentionnés tantôt, logement, transport et à l'emploi. Les enseignants aussi, en retirent des bénéfices. Elles sont plus en mesure d'apprécier les habiletés des parents. Un petit clin d'œil par rapport à une recherche qu'on a menée sur le lien de confiance entre les parents et les enseignants. Alors, ce qu'on a mis en évidence, c'était que les parents faisaient davantage confiance aux enseignants que l'inverse. Et les parents nous ont dit, mais vous savez, cette confiance-là se développe surtout par l'entremise de la relation entre l'enseignant et notre enfant. Si on constate que l'enseignant est capable d'établir un contact, puis qui met vraiment notre enfant au centre de ses interventions, mais là, on lui fait davantage confiance. Puis aussi toute la question des contacts continus, fréquents, personnalisés, les rencontres face à face. Alors, on parle de rencontres formelles et informelles, et toutes les stratégies de communication qui existent, évidemment. Alors, je reviens aux enseignants. Ils observent un meilleur rendement auprès des élèves, plus de devoirs complétés, puis c'est pas rien, parce qu'on connaît tout le temps qui est consacré aux enseignants sur la gestion des devoirs et leçons, moins d'absentéisme, puis évidemment, un meilleur climat dans l'école et de meilleures relations. Par rapport à la communauté, je termine ce petit volet-là en lien avec la communauté, bien évidemment, la société, toute la société est gagnante. Alors, on a des jeunes qui sont davantage qualifiés, parce qu'ils obtiennent davantage un diplôme, ils abandonnent moins leur scolarisation.
et ils sont mieux développés et ils sont plus en mesure finalement de devenir des citoyens respectueux, des citoyens qui participent à la vie publique. Et pour les organismes communautaires, bien, ça leur donne aussi la possibilité d'avoir un meilleur accès aux enfants et aux familles, puis ainsi devenir plus efficaces dans leurs interventions. Chacun a son expertise, mais il va toujours y avoir des zones grises. Et il faut absolument dialoguer, il faut absolument échanger. Et je dis tout de suite, ces zones grises-là vont toujours être présentes, c'est inévitable. Mais il faut essayer de naviguer à travers ça et pas essayer de les éviter, mais de travailler dans ce contexte-là. Alors donc, oui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que finalement, c'est une question de relation, hein, on s'entend là. Et puis, je ne suis pas en train de vous dire c'est un roman à l'eau de rose. Il n'y a rien de simple. Il y a énormément de défis, sauf que depuis 20 ans, on a tellement travaillé au Québec qu'on a compris qu'ils sont identifiés, ces défis-là. Là. Il faut passer, il faut aller plus loin. On est rendu justement aux actions. Alors, il faut vraiment travailler ensemble. Alors, donc, je parlais des principes, de valeurs de respect, évidemment, par rapport à l'expertise de chacun, du respect des zones, des expertises, voilà. Mais il faut aussi... je dis il faut, mais il faut absolument que la direction prenne son rôle de leadership. Alors, le rôle pivot de la direction. Et on a mené une recherche-action, entre autres, de 2001 à 2005, dans des écoles du Québec, où ce rôle-là était ressorti comme étant primordial. Alors, il faut une direction qui y croit, hein, qui ne prend pas juste... qui ne prend pas pour acquis que c'est un sujet qui est à l'heure du jour. Ben oui, hein, ça paraît bien ça, travailler sur les relations école, famille, communauté. Qui croit, qui est prêt à une direction qui est prête à s'investir et qui est prête à soutenir les membres de son équipe école. Puis il faut aussi des principes d'égalité, des principes d'ouverture, évidemment de la confiance mutuelle. Et je parlais tantôt des différents moyens qu'on connaît justement pour développer cette confiance-là. Il faut aussi des savoir-être. Alors, dans le cadre du cours École, famille, communauté et pluriethnicité que nous offrons à l'EQTR depuis 2006, je parle souvent de l'importance d'être à l'écoute, d'être authentique. Alors, que je m'adresse aux parents, que je m'adresse aux futurs enseignants, d'être soi-même, puis d'être capable de faire preuve d'empathie. Alors, tout ça, c'est important. Même si... je caricature en disant ça, bien, même si on a plein de savoir, de savoir-faire, on ouvre toutes les portes de l'école, toutes les fenêtres, j'exagère évidemment, mais si on n'a pas le savoir-être, justement, pour travailler ensemble, bien, il y a bien des chances que ça ne fonctionne pas, qu'on n'aille pas plus loin. Et il y a des auteurs, Christensen et Sheridan, avec lesquels on a travaillé, et qui ont développé 4A qui sont essentiel justement à la mise en place d'un partenariat école, famille, communauté. Alors, ces conditions essentielles-là, elles sont disponibles, elles ont été mises en place par le CETREC avec qui nous avons travaillé. Et les auteurs vont parler de l'approche, des attitudes, de l'atmosphère et des actions. Par approche, ce qu'on entend ici, c'est la structure qui vise à guider les interventions. Alors, dans le sens que on va faire ressortir l'importance de mettre l'accent, comme je disais tantôt, sur les relations. C'est vraiment une question de relations, de travail en équipe. Alors, l'importance de travailler ensemble. Reconnaître l'importance des parents. Hein? C'est pas juste un accessoire, un appendice, les parents. Partager l'information, pas juste des demi-vérités, hein, là, partager l'information. Reconnaître aussi que ce partenariat, c'est pas juste des activités, c'est une attitude, hein? En fait, c'est ce que je dis un peu depuis le début. Faire savoir aux parents qu'ils sont invités, hein, qu'ils sont les bienvenus. On va en parler aussi un petit peu plus loin. Reconnaître, je fais un petit clin d'œil, c'est le cas de le dire, à la communauté, reconnaître l'importance des occasions d'apprentissage à l'extérieur de l'école et de la famille, d'où l'importance du rôle de la communauté. Et reconnaître que cette implication-là peut avoir des significations différentes selon la culture familiale. On va parler aussi d'attitude constructive. Tantôt, je disais que
les parents étaient importants, mais ici, on va dire que les parents sont essentiels. Alors, leur contribution est essentielle. Écoutez le point de vue de chacun et essayez de comprendre. Je ne dis pas nécessairement de donner raison, essayez de comprendre. Prendre une position de résolution de problème, pas essayer de blâmer. Ça, je fais mon mea culpa à la fois comme parent, puis à la fois comme enseignant, pendant de nombreuses années. Et on se sent mieux quand on est capable de trouver un coupable. Ça, on sait qu'il faut passer par-dessus ça. Percevoir les différences comme des forces, plutôt que de dire « Ah, c'est un obstacle ». Non, les utiliser, ces différences-là. Donc, je parlais du partage de l'information, encore respecter les habiletés et les connaissances, reconnaître que, entre autres, que le parent, c'est l'expert auprès de son enfant, mais en même temps, reconnaître l'expertise de l'enseignant qui doit s'adresser non seulement à notre enfant, puis là, je mets mon chapeau de parent, comme je dis souvent, bien, reconnaître qu'il a la responsabilité d'un groupe classe aussi. Alors, il faut reconnaître ça et comprendre qu'il y a des barrières, autant venant du parent que venant des enseignants, que venant de la communauté. On parle aussi d'atmosphère. Atmosphère, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est l'ambiance qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire proposer un accueil qui est accueillant, qui est respectueux, faire sentir aux parents qu'ils ont une place, non seulement que leur participation, elle est désirée, mais elle est voulue, puis elle est indispensable. Communiquer avec un langage qui est facile à comprendre. Puis là, c'est sûr que c'est facile pour certains enseignants de tomber dans le jargon professionnel, puis pas juste les enseignants, tous les éducateurs qui œuvrent dans le milieu scolaire. Utiliser plusieurs stratégies de communication. C'est sûr qu'on est à l'heure des TIC, hein? Mais il faut réaliser, c'est pas tout le monde qui a accès aux TIC, hein? C'est pas tout le monde qui a accès encore au courriel. Même si on y a accès, mais c'est pas nécessairement intégré dans les pratiques quotidiennes. Et je pense à des enseignants qui nous disent encore, bien moi, c'est pas une pratique courante, j'ai pas ce réflexe-là. Puis en même temps, bien les enseignants doivent gérer aussi leur temps. Hein? Ils ne peuvent pas toujours répondre au courriel à tous les soirs. Alors donc, utiliser encore les anciens moyens qui sont toujours in, si je peux m'exprimer ici, les mémos, les appels téléphoniques, les sites web, etc. Évidemment, manifester une confiance, hein? On en parlait tantôt, c'est super important. Puis, en termes de transition, on est de plus en plus sensible à ces transitions-là, soit de la maternelle à première année ou de première année à la deuxième année, tout dépend des milieux, de la sixième année à la première année secondaire. Mettre en place des moyens pour justement pallier ou diminuer les inquiétudes des parents. Et je termine avec le dernier A, qui rejoint les actions. Alors, on sait maintenant, ça aussi c'est une vérité de la palisse, on sait que les parents ont besoin d'être informés, ils ont besoin d'être soutenus, puis plusieurs ont besoin d'être mis en réseau. On va parler de l'importance du réseautage, tant au Québec que finalement, j'ai des collègues américains qui y travaillent. Et ça, on le reconnaît surtout dans les milieux défavorisés et là où il y a plusieurs immigrants. Alors oui, ce besoin-là est important. Et là, je vois le rôle de plusieurs organismes communautaires dans ce sens-là. Alors, ils y trouvent leur place. Et finalement, les parents ont besoin d'être outillés. Ils ont besoin de connaître des moyens simples, efficace pour mieux intervenir, pour mieux travailler finalement avec l'école et la communauté. On va voir dans les conditions essentielles, il est question des étapes pour la mise en place de ces actions-là, qui sont très classiques. Et je suis sûre que vous allez y travailler davantage au cours de la journée. Alors, brièvement, il s'agit d'explorer, d'identifier un besoin, d'amorcer, de planifier, d'implanter, puis d'évaluer un programme de partenariat école, famille, communauté. Alors donc, je parle des étapes. Il y a aussi des éléments qui sont incontournables. Je parlais tantôt du leadership. Leadership de la direction, leadership de l'équipe école. Alors, il faut absolument que quelqu'un prenne le flambeau, quelqu'un qui y croit et qui est prêt à aller de l'avant et à prendre des initiatives. Il faut évidemment un travail d'équipe et il faut arrêter de voir le partenariat école, famille, communauté comme étant à peine 10. Là. Ah non, pas encore ça.
un ajout qui s'ajoute, puis Dieu sait qu'on a des horaires très remplis présentement. Alors, je termine justement avec une pensée. En fait, je m'inspire d'un collègue américain, Furstenberg, que j'ai lu tout à fait récemment, qui date de 2011. Et puis, je trouvais que sa pensée, je l'ai un petit peu adaptée, évidemment, mais je trouvais qu'elle était tellement simple et tellement vraie. Alors, ce qu'il dit, une graine qu'on met à terre, et pour pousser, a besoin d'un sol fertile, de la lumière du soleil et de l'eau. Un manque de l'un ou l'autre de ces éléments nuira à sa croissance, quelle que soit la qualité des autres éléments. Et tout de suite, on peut visualiser les familles, l'école et la communauté. Alors, d'où l'importance d'avoir une combinaison de conditions facilitantes. Il faut être prêt à prendre le risque et à porter le flambeau. Mais pour tout ça, il faut évidemment être appuyé. Alors, bonne réflexion et bon colloque.